Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire la théorie de la section 5.2 du livre de physique XXI, le tome B. Et cette section-là, ça s'appelle la loi de Faraday, ok, section 5.2. C'est ça, donc, à la section 5.1, si vous en rappelez, on avait vu la loi de Lenz. Ok. La loi de Lenz, c'était une section qui était plus qualitative. Hein. C'est qu'on se demande, on se posait surtout comme question dans quel sens est-ce que le champ magnétique induit va être créé et dans quel sens le courant induit va être créé. Mais, fait que ça a été bon de faire la section 5.1 pour comprendre dans quel sens le courant induit là, allait apparaître, par exemple, dans un cadre ou un anneau conducteur ou quelque chose comme ça. Mais on n'avait jamais vraiment fait de calcul. On n'avait jamais vraiment réellement calculé c'était quoi le courant en ampères qui était créé ou c'était quoi c'est ça, on s'était jamais vraiment on n'avait jamais calculé c'était quoi le courant qui était réellement créé. Okay? Et à la section 5.2, là c'est une section qui est un peu plus avec des calculs. Donc on va calculer l'électromotance qui est induite dans un cadre, par exemple, dans un anneau là, qui subit une variation de flux magnétique. Okay? Et si on a l'électromotance induite, puis qu'on connaît, par exemple, la résistance de l'objet, on va être capable d'aller calculer c'est quoi le courant qui va être induit. Donc vraiment, là, combien d'ampères vont circuler dans l'objet pendant que celui-ci subit une variation du champ magnétique. Donc cette équation-là, ça s'appelle la loi de Faraday et en l'honneur d'un monsieur là, qui s'appelait Michael Faraday, qui a vécu là, bon, dans ces années-là. Et vous voyez que cette équation-là, on va l'utiliser là, on va faire quelques exemples de problèmes là, qui vont utiliser cette équation-là, mais c'est la dérivée du flux magnétique en fonction du temps. Okay? Fait qu'avant de se lancer dans des problèmes qui font appel vraiment à cette formule-là, on va juste s'assurer de bien comprendre c'est quoi le flux magnétique. Okay? J'en avais parlé un petit peu à la section 5.1, mais je vais l'expliquer un peu plus en détail, puis on va faire des petits exemples là, de calcul de flux magnétique. Et quand ça se sera fait, là, on se lancera dans des problèmes là, où on va vraiment utiliser la loi de Faraday comme telle. Okay? Donc, ça, première chose que je veux faire avec vous, c'est bien définir c'est quoi le flux magnétique. Okay. Le flux magnétique, ça ressemble beaucoup au flux électrique qu'on a déjà vu précédemment là, dans le chapitre 1. Mais bon, là c'est le flux magnétique, donc c'est en lien avec le champ magnétique. Okay. Ce que ça dit, la définition du flux magnétique, c'est que, imaginez que vous avez un cadre qui a une certaine surface qui peut être traversée par un champ magnétique. Okay. Ben, ce qui va arriver, c'est que le flux magnétique, c'est égal à la composante du champ magnétique qui est perpendiculaire à la surface de ce cadre-là, multipliée par l'aire de ce cadre-là. Okay. Fait que c'est vraiment là juste le champ magnétique qui va véritablement traverser cette surface-là, donc le champ magnétique qui va être perpendiculaire au plan formé par le cadre. Okay. Les composantes qui sont parallèles au cadre, c'est pas des composantes qui vont traverser la surface ici, c'est juste des composantes qui vont finalement le passer à côté de chaque côté de la surface. Nous, on s'intéresse vraiment à la quantité de champ magnétique qui traverse là, la surface. Okay. Fait que donc c'est ça. Okay. Si on regarde, ici on a un bel exemple. Là. Fait que si on a un champ magnétique là, qui est en diagonale, il faut le décomposer. Puis on conserve uniquement la composante qui est perpendiculaire pour venir calculer notre flux magnétique. Les unités du flux magnétique, c'est quoi? Ben, ça va être là, les unités d'un champ magnétique. Un champ magnétique, on sait que ça se mesure là, en Tesla, comme on est en système international. Et l'aire d'un cadre en système international, ça va être des mètres carrés. Donc les unités, ce seraient des Tesla fois des mètres carrés. On aurait pu les laisser comme ça. Okay. Mais on a appelé ça finalement des Weber, okay, parce qu'il y a un monsieur là, qui s'appelle Wilhelm Weber, qui est un des premiers là, qui a bon, étudié le flux magnétique, tout ça. Fait que le champ magnétique, là, pas le champ magnétique, pardon, le flux magnétique, les unités qu'on va utiliser dans le système international, ce sont des Weber. On va noter ça comme ça. Fait qu'un W majuscule et un B minuscule. On appelle ça des Weber. Mais on sait que si on veut faire une décomposition d'unités, là, un Weber, c'est égal à 1 Tesla fois mètre carré. Okay. Donc, ça, fait que la formule, elle est ici. Okay. Et regardons, si vous voulez, deux cas un peu extrêmes, et ensuite le cas général. Okay. Si vous avez un cadre qui est placé comme ça, et que si vous avez un champ magnétique qui est orienté directement là, vers la gauche comme ça, puis que votre cadre est vertical, là vous êtes dans la situation où le champ magnétique va complètement là, à 100% traverser la surface et il va tout ce champ magnétique-là va contribuer à faire du flux magnétique. Donc, dans ce cas-ci, on prendrait seulement directement là, le module du champ magnétique fois l'aire de notre cadre ici, ça nous donnerait directement notre flux magnétique. Okay.
Donc ici, on avait un champ magnétique qui était directement là, perpendiculaire à la surface du cadre, donc il formait un angle directement de 90 degrés ici. Okay. L'autre situation un peu extrême, c'est que si vous avez du champ magnétique qui est parallèle à l'aire de votre cadre, okay, ben là, il n'y a aucun champ magnétique qui va traverser votre surface. Hein. Si on traçait plusieurs lignes de champ magnétique, là, on aurait des lignes de champ magnétique qui vont en bas, comme ça. Okay? Fait qu'il n'y a rien qui traverserait vraiment cette surface-là. Il y aurait juste des lignes de champ magnétique qui passeraient un peu à gauche puis un peu à droite de la surface, mais il n'y a aucune ligne de champ magnétique qui traverserait véritablement là, cette surface-là. Donc ça correspondrait à un flux magnétique qui est égal à 0 parce que la composante perpendiculaire ici, ben, elle serait 0. Okay. Donc ça, c'est deux situations un peu extrêmes. Là. En général, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un champ magnétique qui pourrait pointer dans n'importe quelle direction, un peu en diagonale, qui ne sera pas parfaitement parallèle ni parfaitement perpendiculaire à l'aire du cadre. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, c'est que on regarde notre cadre, il est placé comment, on regarde notre champ magnétique, il est placé comment, on le décompose en composantes perpendiculaires, on pourrait écrire la composante parallèle si on veut, quoi qu'elle ne nous est pas vraiment utile, c'est vraiment plus la composante perpendiculaire qui nous intéresse. Par exemple, si on connaît l'angle θ ici, on serait capable de le faire. Okay. Et on conserve uniquement la composante perpendiculaire là, du champ magnétique qu'on multiplie par l'aire de notre cadre pour venir calculer notre flux magnétique. Okay. Donc, c'est tout simplement ça. Okay, ici, je vais vous montrer un exemple. Là. En fait, c'est carrément, là, c'est juste un copier-coller d'un exemple que je vous avais déjà montré quand on avait fait le flux électrique. J'ai juste changé la couleur des vecteurs là, pour que ce soit des vecteurs mauves comme le flux, comme les vecteurs champ magnétique. Mais c'est le même exemple. Okay, fait qu'imaginez que vous avez un cadre comme ça. J'ai tracé juste en 2 dimensions, mais imaginez que c'est un cadre comme ça qui est en 3D, là, qui a une certaine surface. Là, on le voit juste comme de côté. Si vous avez du champ magnétique, là, les vecteurs mauves, ce sont des champs magnétiques. Okay, vous avez un champ magnétique constant là, qui pointe dans cette direction-là, puis qu'on veut calculer le flux magnétique qui traverse le cadre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait prendre ces vecteurs-là et les décomposer. Okay? On pourrait avoir des composantes perpendiculaires et des composantes parallèles à la surface de notre cadre. Okay? Donc, chacun des vecteurs champ magnétique, on pourrait dans notre tête imaginer qu'ils ont une composante perpendiculaire et une composante parallèle. Puis les composantes parallèles, qui pointe vers le haut ici, elle ne traverse pas le cadre. Fait qu'elle, finalement, elles servent à rien dans le calcul du flux magnétique. C'est uniquement les composantes horizontales qu'on aurait besoin, parce que c'est uniquement ces composantes-là qui vont véritablement là, traverser le cadre. Donc, on le voit bien ici. Okay. Fait que si on pouvait connaître, par exemple, cet angle-là, on serait capable de décomposer. Puis on garde uniquement la composante qui est perpendiculaire. D'ailleurs, je vais en faire un exemple avec vous. Okay? C'est l'exemple, c'est l'exercice 5.2.1, donc le tout premier exercice là, de la section 5.2, qui est dans la section réchauffement. Okay? C'est juste pour s'assurer qu'on est capable de calculer du flux magnétique correctement. Donc, vous avez une situation ici. Vous avez un cadre conducteur, okay? Qui, en fait, même pas important que ce soit conducteur ou non, juste un cadre. Okay? Puis vous voyez, on connaît ses dimensions. Il mesure là, 20 cm par 25 cm. Okay? Donc c'est un cadre qui est rectangulaire. C'est presque un carré, mais c'est pas un carré parfait, c'est plus un rectangle. Et il est placé comme ça, dans un plan X, Y, Z. Okay? Donc on voit que le centre du cadre, là, si vous voulez, l'axe central du cadre, il est sur l'axe Y. Okay. Mais par contre, il y a un angle, là, il n'est pas directement aligné le long de l'axe X. Là, il forme un angle gamma ici, qui est un angle de 15 degrés. Okay. Fait que vous avez votre situation comme ça. Puis on veut savoir, c'est quoi? On veut calculer le flux magnétique lorsque le cadre va être plongé dans un champ de 0.3 Tesla, donc un champ magnétique. Mais on a 3 sous-questions A, B et C. Ce qui change dans ces 3 sous-questions-là, c'est l'orientation du champ magnétique. Okay? Fait que dans tous les cas, ça va être un champ magnétique qui a un module de 0.3 Tesla, mais il va pointer dans 3 directions différentes. Fait que c'est sûr que si le champ magnétique pointe dans des directions différentes, ça va changer qu'est-ce qui est considéré comme étant perpendiculaire au cadre, donc ça va influencer la valeur du flux magnétique qu'on va avoir ici. Okay. Une chose qui ne changera pas, par contre, c'est l'aire du cadre, hein, parce que peu importe comment le cadre est placé, peu importe si on le tourne ou pas, là, son aire ne changera pas. Okay. Fait que son aire, on pourrait bien la calculer tout de suite. L'aire de ce cadre-là, ben c'est base, c'est un rectangle, c'est base fois la hauteur. Fait que 20 cm fois 25 cm. Il faut se mettre en système international, hein, parce qu'il faut mettre ça en mètres. Donc ce serait 0.2 mètres multiplié par 0.25 mètres. Okay. Donc ça nous donnerait là l'aire du cadre qui est égal à 0.05 mètres carrés. Okay, fait que ça c'est simple. L'aire du cadre ne change pas. C'est ça ici qui va changer. La composante perpendiculaire du champ magnétique qui va changer. Donc, pour calculer ça,
Okay, ici, c'est un petit peu difficile de travailler avec ça parce que vous avez un schéma qui est en perspective, qui est en 3 dimensions, puis bon, c'est pas nécessairement évident là, de faire des schémas, puis de calculer des angles, puis des composantes perpendiculaires parallèles, tout ça. Fait que ce que j'ai fait, ce que je vous propose de faire aussi, c'est de redessiner votre schéma pour qu'il soit uniquement en 2 dimensions. Okay, donc ça, ce serait l'équivalent d'une vue de haut, si on regardait notre cadre de vue de haut. Donc imaginez que vous êtes un observateur, et vous êtes placé en haut du cadre. Donc vous êtes placé, je sais pas, vous êtes un petit bonhomme là, ici. Vous êtes là situé sur l'axe Y, en haut du cadre. Là, vous regardez par en bas, vous allez voir le cadre vu de haut. Okay. Donc qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir l'axe X qui pointe vers la droite. Vous allez voir l'axe Y qui pointe vers le bas. Et l'axe Y, j'ai dessiné ici qui sort de l'écran. L'axe Y va pointer vers vous. Fait que vous voyez que ça correspond. Hein. Si vous êtes en haut ici, vous regardez en bas, vous pourriez voir l'axe X vers la droite, l'axe Y l'axe Z vers le bas, puis l'axe Y qui pointe vers vous. Donc exactement comme ça. Et l'angle gamma, l'angle de 15 degrés, là, c'est l'angle qu'il y a entre l'axe X et votre cadre. Okay? Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. On a notre cadre comme ça, là, qui n'est pas tout à fait aligné sur l'axe X, mais qui est tourné un petit peu là, de 15 degrés. Okay? Fait que ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus facile là, pour aller faire des schémas, faire des décompositions de vecteurs. Okay, donc allons-y avec le numéro A. Le numéro A, ça nous dit qu'on a un champ magnétique de 0.3 Tesla qui pointe selon l'axe X, dans la direction de l'axe X. Donc notre champ magnétique, là, si on veut l'écrire sous forme vectorielle, là, ben, ce serait égal à 0.3 I Tesla. Okay, un champ magnétique qui pointe là, vers la droite. Okay. On pourrait donc imagine dans notre tête, là, on pourrait tracer là, plusieurs vecteurs champs magnétiques comme ça qui vont vers la droite, okay, c'est dans un champ constant. Puis ça va être plus facile d'en tracer un qui est directement sur l'axe X. Okay, en fait, qui passe par l'origine, si vous voulez. Là. Fait que si je me trace un vecteur champ magnétique, je ne ferai pas une double flèche, je vais juste faire une flèche, je vais peut-être même changer de couleur, ça va peut-être être plus simple un petit peu. On va voir un peu mieux. Donc, mettons que je garde son mauve d'habitude nos champs magnétiques. Là. Fait que si vous avez un vecteur champ magnétique là, qui pointe dans cette direction-là, ok, je vais le faire un petit peu plus épais. Là. Donc ça. Fait que vous avez un vecteur champ magnétique qui pointe dans cette direction-là. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben nous, quand on va calculer là, le flux magnétique, ce qu'on a de besoin, c'est de la composante du champ magnétique qui est perpendiculaire à notre cadre comme ça. Okay. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si on part de la pointe là, de notre vecteur champ magnétique, puis qu'on abaisse une ligne qui va rejoindre notre cadre, là, et une ligne qui va croiser notre cadre à 90 degrés. Donc, si on abaisse une ligne comme ça, là, qui va croiser comme ça notre cadre à 90 degrés, on comprend que la composante du vecteur qui est comme ça, ça va être la composante qui est perpendiculaire au cadre. Okay? On aurait aussi, là, si vous voulez, la composante qui serait comme ça, qui ne nous intéresse pas vraiment. Là. Elle, ce serait la composante qui est parallèle à notre cadre. La composante qui est parallèle à notre cadre, elle ne traverse pas vraiment le cadre. C'est vraiment juste la composante perpendiculaire qui nous intéresse. Okay? Et la composante perpendiculaire ici, si on regarde notre schéma, là, on sait que le vecteur mesure 0.3 Tesla. C'est comme si l'hypoténuse du triangle rectangle ici mesure 0.3. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement cette composante-là ici. Fait qu'on voit que c'est un triangle rectangle. On connaît l'angle, on connaît l'hypoténuse. Ce qu'on cherche, c'est le côté qui est opposé à notre hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, la composante perpendiculaire là, du champ magnétique, ce serait 0.3 fois le sinus de 15 degrés. Okay. Ici, on calcule ça. 0.3 fois le sinus de 15 degrés, ça va donner 0.0776. J'ai écrit à 3 chiffres significatifs Tesla. Okay. Et ensuite de ça, on peut calculer notre flux magnétique là, qui est égal à la composante perpendiculaire multipliée par l'aire du cadre. Donc ça ici, fois l'aire du cadre qu'on avait tout à l'heure, qui était 0.05. Et on obtiendrait donc un flux magnétique là, qui est égal à 0.00388 Weber. On écrit ça en système international. Okay. Fait que c'est vraiment cette ligne-là ici qui est importante de voir comment décomposer le champ magnétique. Okay. Le numéro B, c'était là, encore une fois, un champ de 0.3 Tesla, mais qui est orienté selon l'axe Y. Okay? Donc, pour le numéro B, on aurait que notre champ magnétique, si on veut l'écrire de manière vectorielle, ce serait 0.3 J Tesla.
Okay? Donc, si on voulait se dessiner quelques vecteurs champ magnétique, on pourrait les pointer selon l'axe Z. Fait que notre champ magnétique, ça ressemblerait à ça. On pourrait se dessiner plein de petits symboles comme ça, là, sortants. Fait qu'on imagine qu'on a notre champ magnétique comme ça. Mais ici, qu'est-ce qui va arriver quand on va vouloir calculer le flux magnétique? On va se rendre compte que le champ magnétique ici, là, il traverse pas du tout l'air de notre cadre, hein. Il ne traverse pas du tout la surface de notre cadre, il est juste tout le temps là, parallèle à notre cadre. Okay? Donc, il n'y a aucune composante perpendiculaire du champ magnétique. Donc, tout simplement, là, le flux magnétique, c'est égal à la composante perpendiculaire fois l'air, mais la composante ici est 0. Donc, notre flux magnétique va tout simplement être égal à 0. Donc, il n'y a aucun calcul qu'on puisse faire parce que le champ magnétique ne traverse même pas l'air du cadre. Donc, il n'y a aucune composante perpendiculaire. Donc, lui était facile. Puis, le numéro C, c'est le même champ magnétique, le 0.3 Tesla, ce qui est dirigé cette fois-ci selon l'axe Z. Okay. Donc, pour le numéro C, si on écrit notre vecteur champ magnétique, là, ce serait égal à 0.3 K Tesla. Okay. Donc, du champ magnétique qui pointe vers le bas. On pourrait s'en tracer là, quelques vecteurs là, pour avoir une petite idée. Lui, je vais peut-être pas le tracer comme ça. Là. Pour avoir une petite image mentale, on aurait comme certains, là, plusieurs vecteurs là, champ magnétique qui pointent vers le bas. Okay. Et en particulier, je vais en tracer un qui part de l'origine un petit peu plus long pour que ce soit plus facile à décomposer. Donc, si on imagine qu'on a un vecteur là, champ magnétique, comme ça, qui pointe vers le bas. Okay. Encore une fois, notre but, c'est de trouver la composante qui est perpendiculaire à la surface de notre cadre, parce que le flux magnétique, c'est ça, c'est la composante perpendiculaire multipliée par l'aire de notre cadre. Donc, même truc que tout à l'heure, on part là, de la pointe de notre vecteur et on va abaisser une ligne qui va venir croiser notre cadre là, à 90 degrés. Peut-être, j'aurais pu le dessiner un peu mieux que ça, mais bon, c'est pas grave. Comme ça. Okay. Donc, la composante que nous, on va chercher, okay, c'est la composante qui va être cette composante-là. Fait que ça, ce serait la composante perpendiculaire. Okay. On aurait la composante ici, qui serait la composante parallèle, qui ne nous intéresse pas vraiment. Okay. Fait qu'encore une fois, ça revient à un triangle rectangle. On a l'hypoténuse de notre triangle, on sait que ça correspond à 0.3 Tesla, et on cherche le côté qui est ici. Okay. Donc, on aurait besoin d'un angle pour faire ça. Le seul angle qu'on connaît sur notre schéma, c'est l'angle ici qui est égal à 15 degrés. Okay. Donc, il y aurait plusieurs façons de faire, de résoudre le problème, mais une chose qui est quand même facile à faire, c'est qu'on dit, regardez, ça c'est l'axe X, ça c'est l'axe Z. Entre l'axe X et l'axe Z, il y a un angle de 90 degrés entre les deux, puisque ça c'est 15 degrés. Si on fait 90 moins 15 degrés, ça va nous dire que cet angle-là ici est égal à 75 degrés. Et là, pas besoin d'aller plus loin. On a notre angle, on connaît notre hypoténuse. Le côté qu'on cherche, ça donne que c'est le côté qui est opposé à notre angle de 75. Donc, on pourrait dire que la composante du champ magnétique perpendiculaire, c'est 0.3 Tesla multiplié par le sinus de 75 degrés. Okay. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir la composante perpendiculaire de votre champ magnétique qui va être égale à 0.290 Tesla, écrit à 3 chiffres significatifs. Et ça, multiplié par l'aire du cadre, qui était 0.05 mètres carrés, ça va vous faire un flux magnétique qui est égal à 0.0145 Weber. Okay. Donc, c'est ça. Fait que quand j'ai fait cet exercice-là avec vous, okay, fait que c'est juste pour vous montrer que, c'est juste pour se réchauffer un petit peu, là, regarder, être sûr qu'on comprend bien, c'est quoi le flux magnétique, être capable de le calculer. Okay? Et on remarque que l'orientation du champ magnétique est très importante parce que c'est vraiment ça qui va déterminer là, votre flux magnétique. Okay? Voilà. Fait qu'on a fait ça. Donc maintenant qu'on s'est pratiqué un petit peu avec le flux magnétique et qu'on est capable de le calculer, on va vraiment faire je vais vous montrer des exemples de situations dans le livre là, qui vont utiliser la loi de Faraday. Okay. Donc juste rappeler rapidement là, ce qu'on avait fait à la section 5.1, ce qu'on avait vu la loi de Lenz. Okay, qu'on avait dit que le champ magnétique induit à l'intérieur d'un cadre va s'opposer à la variation du flux magnétique externe. Okay. Comme par exemple ici, l'exemple, c'est qu'on avait un cadre qu'on commençait à faire entrer dans une région où il y a un champ magnétique. Okay. Et ce qui va arriver, c'est que plus que le cadre, au fur et à mesure que le cadre est en train de rentrer dans cette région-là, il se met à avoir de plus en plus de flux magnétiques qui entrent dans l'écran. Donc, ce que j'écrivais la dernière fois, c'est que je disais, on a une variation de flux magnétique qui entre
dans l'écran. Okay? Donc, selon la loi de Lenz, là, on sait que le cadre va s'arranger pour faire un champ magnétique induit qui va être dans le sens contraire de ça. Ça veut s'opposer à cette variation-là. Donc, notre cadre là, va produire un flux magnétique, pas un flux magnétique, pardon, un champ magnétique induit qui va être là sortant de l'écran. Okay. Et on avait vu qu'on pouvait utiliser la règle de la main droite. C'est un rappel là, de la section 5.1 que j'appelais la loi là, pouce B, doigt I. Okay. Si vous le savez que vous avez un anneau ou un cadre qui va faire un champ magnétique induit vers le haut, ben, placez votre pouce dans la direction du champ magnétique et vos doigts vont vous indiquer la direction du courant induit. Okay. Ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que doigt I, pouce B ou pouce I, doigt B, on peut le lire dans un sens comme dans l'autre. Okay? Fait que oui, c'est vrai que par exemple, si vous avez un anneau dans lequel il y a un courant qui circule dans ce sens-là, ça va produire un champ magnétique vers le haut. Mais on peut voir ça autrement. On peut dire si vous avez un anneau qui produit un champ magnétique induit vers le haut, ça veut dire qu'il va produire un courant électrique induit dans ce sens-là. Okay? Donc si vous avez des petites images, j'avais dit aussi que quand un anneau est parcouru par un courant, là, ça se comporte comme un aimant. Ça, on s'en était servi à la section 5.1. On s'en servira pas à la section 5.2 comme telle, mais bon, c'est quand même bon de le savoir. Okay. C'est ça. Fait qu'ici, là, si vous mettez votre main droite, là, prenez votre main droite, mettez votre pouce qui sort de l'écran dans le sens là, du champ magnétique induit, puis vous allez voir qu'effectivement, ça fait un courant induit qui va tourner dans cette direction-là. À la section 5.1, on avait seulement fait ça. On avait juste déterminé le sens des courants. On n'avait pas tenté de les calculer. Mais là, maintenant qu'on voit la section 5.2 puis qu'on connaît la loi de Faraday, on va être capable de calculer l'électromotance induite qu'il y a dans notre cadre ici. L'électromotance induite, là, c'est comme s'il y avait une pile, finalement. C'est comme s'il y avait une pile induite, là, une espèce de pile imaginaire, là, si vous voulez, qui apparaît dans notre cadre. Par exemple, une pile là, qui serait, je sais pas, comme ça. Okay? Et bien sûr que si vous avez une pile induite dans votre cadre, ça va produire un certain courant. Okay? Et la loi de Faraday, ça ne nous permet pas de calculer directement le courant, mais ça nous permet de calculer l'électromotance induite. L'électromotance de cette pile induite là. Fait que si vous savez c'est quoi l'électromotance de la pile, et par exemple la résistance de votre cadre, ou de votre morceau de fil, ou de votre solénoïde, ou peu importe, là, vous allez être capable de calculer c'est quoi la valeur du courant induit là, en ampères qui va parcourir votre cadre. Okay. Donc l'équation formelle de la loi de Faraday, c'est une dérivée. C'est la dérivée du flux magnétique en fonction du temps va être égale à l'électromotance induite. Okay. Dans certains cas, ça va être possible d'écrire comme très exactement l'équation du flux magnétique, comme dans le premier exemple que je vais vous montrer là, dans quelques instants. Et si on est capable d'écrire une formule algébrique exacte là, pour le flux magnétique, on va être capable de dériver cette équation-là par rapport à T, par exemple, pour trouver l'électromotance induite. C'est pas dans tous les cas que ça va être possible de faire ça. Dans certains cas, on va juste connaître là, une situation initiale puis une situation finale. Okay? Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer non pas l'électromotance instantanée, mais on peut calculer l'électromotance moyenne. L'électromotance moyenne là, entre une situation initiale et une situation finale, ben, c'est défini comme étant la variation de flux magnétique qui s'est effectuée pendant un certain intervalle de temps delta t. Okay, donc, dans certains cas, on va faire ça. Vous allez voir, on va faire des exemples. Fait que quand c'est possible, on fait ça. Quand vous êtes capable d'écrire une équation là, pour le flux magnétique. Sinon, si on connaît juste une situation initiale et une situation finale, on utilise cette équation-là. De toute façon, ils vous le disent dans la question, ils vous disent, là, par exemple, calculer l'électromotance moyenne. Donc, on sait que c'est ça qu'on va utiliser. Okay. Okay. Donc, avec les équations qu'on a vues, okay, ce qu'on vient de dire, c'est que dès que vous allez avoir une situation dans laquelle il va y avoir une variation de flux magnétique, okay, dès que votre flux magnétique va varier dans votre problème, là, il va y avoir une électromotance induite avec un courant induit qui va circuler. Okay. Fait que si on regarde l'équation du flux magnétique, le flux magnétique, là, on vient de dire que c'est ça ici. La composante perpendiculaire du champ magnétique fois l'air de votre surface qui est traversée par le champ magnétique. Okay. Donc, en regardant cette équation-là, on peut se rendre compte qu'il y a trois façons différentes de faire varier le flux magnétique dans une situation. Okay. Il y a trois choses qu'on peut faire, trois façons de faire varier le flux magnétique ici. Okay. Ben, les trois choses, je vais vous le dire, c'est quoi? Premièrement, c'est qu'on peut varier l'air du cadre. Hein, si on fait varier l'air du cadre, évidemment, ça va changer le flux magnétique. Okay. On peut changer le module du champ magnétique. Si on change le module du champ magnétique, ben nécessairement, ça va changer la valeur perpendiculaire aussi.
Hein? Donc, si on change le module du flux magnétique dans une situation, si on change le module du champ magnétique dans une situation, c'est sûr et certain que ça va aussi faire varier le flux magnétique. Et troisième chose qu'on peut faire, qui est un petit peu plus difficile peut-être à comprendre, c'est que si on fait varier l'angle qu'il y a entre le champ magnétique et l'aire du cadre. Okay? Soit que vous faites tourner votre cadre dans un champ magnétique, ou que votre cadre ne tourne pas, mais que vous faites tourner, je sais pas, un aimant autour d'un cadre, peu importe. Là, si l'angle entre le champ magnétique et la surface de votre cadre change, ça veut dire que la composante perpendiculaire de votre champ magnétique va changer. C'est exactement ce qu'on a fait tantôt là, dans les exemples, les trois situations. Ici, on avait le même champ magnétique, on faisait varier l'orientation du champ magnétique, donc nécessairement, ça variait la composante perpendiculaire et ça variait le champ magnétique, le flux magnétique aussi qu'on avait. Okay. Donc ça, ce sont les trois façons de faire varier là, le flux magnétique. Okay? En faisant chacune de ces trois choses-là. C'est sûr qu'on pourrait faire aussi des combinaisons. T'sais. On pourrait faire varier l'aire du cadre en même temps qu'on change d'angle sur des situations plus compliquées. Mais si on y va comme une chose, un changement à la fois, là, ce serait ces trois choses-là. Puis justement, je vais vous montrer dans le livre là, trois situations. La situation 1, situation 2 et situation 3, qui sont dans la section 5.2. Okay? Et chacune de ces trois situations-là, c'est un exemple de chacun de ces trois changements-là. Okay. Puis sont pas mal placés de la plus facile à la plus difficile, je crois. Okay. Donc, commençons par la situation 1. La situation 1, c'est quelque chose qu'on va reparler dans une prochaine section. Ça s'appelle un générateur linéaire. Donc, c'est une façon de produire du courant électrique en déplaçant un barreau comme ça. Donc, c'est ça. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez un espèce de U, ok? Ici, une espèce de forme qui est en U, en gris. C'est conducteur, cette affaire-là. Fait qu'il y a du courant électrique qui peut le traverser. Il y a une résistance, un résisteur okay, qui est ici. Et déposé sur cette espèce de pièce métallique en U-là, on a un petit barreau qui lui aussi est conducteur. Donc il y a du courant électrique qui va pouvoir passer là dedans. Et il n'est pas fixé, il est juste comme déposé sur l'espèce de morceau en U. Okay. Et nous, par exemple, on prend notre main, puis on prend ce barreau-là et on le tire vers la droite là, à une certaine vitesse constante. Okay. Puis là, on regarde qu'est-ce qui va se passer. Okay. Tout ça, ça se trouve dans une région où il y a un champ magnétique qui entre dans l'écran. Okay. Ces champs magnétiques-là ont probablement été générés par des aimants. C'est pas vraiment important, c'est juste on est dans un champ magnétique constant qui rentre. Okay. Et nous, on prend le barreau puis on tire dessus. Okay. Pour remarquer qu'il n'y a aucun chiffre dans cette situation-là. C'est pas des valeurs numériques, c'est vraiment juste de l'algèbre. Okay? Parce qu'on veut faire le problème de manière générale pour juste voir dégager le comportement général de ce qui se passe ici. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que deux choses. Premièrement, calculer c'est quoi l'électromotance induite qu'il va avoir là-dedans. Okay. Et deuxièmement, le courant va circuler, on veut trouver le courant qui va circuler dans le résisteur. Okay. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation-là, c'est une situation dans laquelle le champ magnétique va varier. Pardon, le champ magnétique ne varie pas, le flux magnétique va varier. Okay. Pourquoi le flux magnétique va varier? Ben parce qu'on fait varier l'aire du cadre. Ici, là, vous avez une situation, mais ce qu'on considère comme étant le cadre, là, c'est ça ici. Vous avez un cadre conducteur qui est formé en partie par le morceau en U. Okay? Et le quatrième côté du cadre, le côté droit du cadre, si vous voulez, c'est votre barreau qui est conducteur ici. Donc ici, ce que vous avez, c'est que vous avez un cadre conducteur qui se trouve dans une zone où il y a un champ magnétique. Okay? Le champ magnétique est constant. Le champ magnétique ne change pas. Donc, le module du champ magnétique ne change pas. L'air non plus ne va pas changer. Okay. L'angle non plus ne va pas changer. Le champ magnétique, vous voyez, là, il entre dans l'écran, donc il est directement perpendiculaire à la surface de votre cadre. Là. Okay. Mais par contre, ce qui va changer, c'est l'aire du cadre ici. Parce que quand on va prendre le barreau et on va le tirer vers la droite, là, ça va vous faire un cadre qui est de plus en plus grand. Hein, la largeur X du cadre va augmenter de plus en plus, donc l'aire du cadre va augmenter. Si l'aire du cadre augmente, le flux magnétique qui traverse votre cadre va augmenter. Et si le flux magnétique augmente, ben ça fait une variation de flux magnétique, ça va donc produire une électromotance induite qui va apparaître là, dans votre cadre ici. Okay. Fait qu'avant de faire les calculs, là, on pourrait juste se demander premièrement dans quel sens, dans quelle direction est-ce que le courant va être induit dans le barreau. Donc ça, il faut utiliser la loi de Lenz, qu'on a vu à la section 5.1. C'est que dans le fond, si on prend le barreau ici, puis qu'on le tire vers la droite, comme on a dit là, l'aire du cadre va augmenter. Si l'aire du cadre augmente, ça veut dire que le flux magnétique va augmenter. Fait qu'on a un flux magnétique qui va entrer dans l'écran et qui va augmenter de plus en plus
plus on va tirer notre barreau. Donc, si on écrit la direction dans laquelle le flux magnétique va varier, là, la variation du flux magnétique dans le temps, okay, c'est une variation qui va être entrante dans l'écran parce que plus qu'on va tirer notre barreau, plus que le flux magnétique va être grand et entrant dans l'écran. Okay. Donc, on est en train de faire une variation de flux magnétique qui rentre dans l'écran. Donc, pour s'opposer à ça, selon la loi de Lenz, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le cadre là, va produire un champ magnétique induit qui va sortir de l'écran. Okay. Et avec la règle de la main droite, si vous prenez votre main droite, vous mettez votre pouce qui sort de l'écran, vous allez voir que ça va faire un courant qui va se mettre à tourner dans le sens anti-horaire. Okay. Donc, la question c'était, par exemple, dans le barreau, là, le courant va aller dans quelle direction? Mais le courant induit va aller vers le haut. Okay. Le courant va se mettre à tourner dans cette direction-là. Pendant que le barreau va être en train de se déplacer vers la droite, il y a du courant induit qui va tourner dans cette direction-là, dans le sens anti-horaire. Okay. Maintenant, si on veut le calculer, comme je disais, on n'a pas de chiffre, mais c'est pas grave, on peut le faire algébriquement. Okay? Parce que si vous regardez votre situation, là, l'aire du cadre, ben, c'est l'aire de ce rectangle-là. Le rectangle, on peut dire qu'il y aurait une certaine base x, puis la hauteur du cadre, c'est L. Donc l'aire d'un rectangle, c'est juste base fois hauteur. Donc l'aire de ce cadre-là, ça va être x fois L, tout simplement. Okay. Notre champ magnétique, on avait remarqué qu'il était entrant dans l'écran, alors que le cadre, lui, est parallèle à l'écran. Donc l'angle entre votre plan puis le champ magnétique, c'est 90 degrés. Okay. Donc la composante perpendiculaire du champ magnétique, c'est directement le module du champ magnétique. Okay. Donc, si on écrit une équation algébrique pour le flux magnétique, ce serait B fois A directement, et A, on vient de dire que c'est X fois L. Okay. Donc ça, c'est une équation algébrique pour le flux magnétique. Okay. Et là, si on veut calculer l'électromotance induite, ben, l'électromotance induite, c'est la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Donc la dérivée de ça par rapport au temps. Okay. Quand on dérive quelque chose, là, on a le droit de sortir des constantes. Donc le module du champ magnétique est constant. L, c'est la hauteur du cadre ici, ça c'est constant. Okay? Fait que la seule chose qui va vraiment varier, c'est quand on va déplacer le barreau vers la droite, c'est la distance x qui va augmenter. Donc B et L sont des constantes. Okay? Fait que si on les sort de notre dérivée, ça fait donc le B fois L fois dx dt. Mais dx dt, là, la dérivée de la position du barreau en fonction du temps, c'est aussi égal à la vitesse directement, c'est la vitesse du barreau. Donc on pourrait dire là, que algébriquement, l'électromotance induite qu'il va avoir dans votre cadre ici, c'est égal à B fois L fois V, V étant la vitesse du barreau. Okay. Et si on connaît l'électromotance induite, ben on peut calculer le courant induit qui va circuler dans notre barreau, puis en fait dans le cadre au complet, c'est epsilon sur R directement. Fait que si on met tout ça ensemble, ça ferait BLV sur R. Okay. Quand je parle d'électromotance induite, c'est vraiment là, c'est comme si pendant que vous êtes en train de déplacer votre barreau vers la droite, c'est comme s'il y avait une pile magique là, qui apparaissait dans votre cadre ici. Elle serait où cette pile-là? Ben elle est nulle part, elle est comme partout en même temps. On pourrait la dessiner, je sais pas, ici. Là. Et on pourrait dire que c'est comme s'il y avait une pile là, qui apparaissait dans notre barreau, qui essaie de pousser du courant dans cette direction-là. Et cette pile-là a une certaine électromotance, okay, qui est égale à ça. Okay. Et ensuite, ben, ça devient juste une loi d'onde. Comme d'habitude, on dit delta V est égal à R fois I. Fait que là, vous dites, ben, j'ai une électromotance, epsilon, et je connais la valeur de la résistance ici. Okay. Puis, on veut trouver le courant. Ben, le courant, c'est juste epsilon sur R, c'est ce qu'on a fait ici. Okay. Et l'électromotance, on sait qu'elle vaut BLV. C'est par R. Fait que si on avait des chiffres, là, on pourrait juste remplacer, puis on serait capable de calculer c'est quoi le courant, combien d'ampères va circuler dans notre cadre ici. Okay. Fait que ça, c'est un bel exemple d'une situation où c'est l'air du cadre, c'est l'air du cadre qui varie, et si l'air change, ça fait varier ça fait changer le flux magnétique, ce qui entraîne une électromotance induite et un courant induit. Fait que ça, c'était la situation 1. La situation 2 que je vais faire avec vous, c'est un exemple où le module du champ magnétique va changer dans une situation. Okay. Donc la situation 2, c'est vous avez un solénoïde qui est branché à une pile. Okay. Donc ce qui va arriver, c'est que quand vous avez un solénoïde là, qui se fait, ben là, il y a du courant qui va passer dans le fil ici. Et quand vous avez un solénoïde qui est parcouru par un courant, on a vu ça à la section 4.9, ça produit un champ magnétique à l'intérieur du solénoïde.
Okay. Donc ici, on vous donne là, certaines caractéristiques. Fait qu'on vous dit là, la longueur du solénoïde totale, c'est 8 cm. Il y a un rayon de 2 cm, c'est bien indiqué sur le schéma. Et bon, il contient 24 tours de fil. Okay. Sa résistance, c'est 5 ohms. Fait que c'est toutes des informations qui concernent le solénoïde. Et autour de ce solénoïde-là, il y a un anneau qui a un rayon de 5 cm, qui a une résistance de 0,01 ohm. Okay. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, imaginez que vous avez la pile qui est ici. Cette pile-là, elle a une certaine électromotance. Okay. Là, on dit qu'on fait varier l'électromotance qui alimente le solénoïde de manière constante. Et on la fait passer de 10 volts à 15 volts. Et ce changement-là, ça dure 0,5 secondes. Fait que votre pile, là, elle vaut 10 volts. Et là, elle augmente tranquillement. Puis 0,5 secondes plus tard, elle est rendue à 15 volts. Okay. Donc ça, c'est un exemple là, où on va utiliser cette équation-là ici. Okay. On veut trouver le courant induit dans l'anneau pendant qu'on fait varier l'électromotance. Okay. Et ici, c'est ça que ça ressemble quand on vous dit, là, on passe d'une situation initiale à une situation finale en un certain temps delta t. Fait que, on ne sait pas vraiment comment on l'a augmenté, l'électromotance, mais on suppose que ça a été fait de manière constante. Okay. Fait qu'on va dire, là, on va calculer c'était quoi, par exemple, le champ magnétique qu'on avait dans la situation initiale, quand on avait notre 10 volts ici. On va calculer c'est quoi le flux magnétique qu'on avait à notre situation finale, quand on avait 15 volts. Et on va tout simplement dire que l'électromotance moyenne, ça a été la variation de notre flux magnétique. Donc, flux magnétique final moins flux magnétique initial, divisé par delta t. Delta t, ça va être égal à 0,5 secondes. Donc là, ça va nous permettre de calculer l'électromotance induite. Okay. Ça, on suppose que, pour simplifier, c'est ce qu'on explique ici, on avait vu que l'équation d'un solénoïde infini, c'était mu0 ni. Puis, ce qu'on avait dit, c'est que dans un solénoïde qui est infini, c'est vraiment comme si tout le champ magnétique, il y avait juste du champ magnétique présent à l'intérieur du solénoïde, puis qu'à l'extérieur du solénoïde, le champ magnétique allait être pratiquement égal à 0. Okay. Dans la vraie vie, c'est à peu près ça. Dès que vous avez un solénoïde qui est quand même assez long, là, c'est vraiment ça qu'on remarque. Là, tout le champ magnétique est vraiment très fort à l'intérieur du solénoïde et à l'extérieur, c'est à peu près égal à 0. Fait qu'on fait cette approximation-là. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est justement, on va calculer le flux magnétique initial et le flux magnétique final. Et là, on sera capable ensuite là, de calculer l'électromotance induite. Okay. Donc, c'est sûr que ça fait comme plusieurs calculs. Là. Fait qu'au début, vous voyez qu'est-ce qu'on a fait, c'est que on a calculé d'abord la concentration de fil du solénoïde. Hein. Il contient 24 tours en 8 cm. Donc ça fait là, 300 tours par mètre. Okay. Après ça, on a regardé les électromotances. On sait qu'on passe de 10 volts à 15 volts en 0,5 secondes. Okay. Et pour calculer le champ magnétique qui est produit par le solénoïde, il faut connaître le courant qui passe dedans. Okay. On sait que la résistance du solénoïde, c'est 5 ohms. Fait que si on regarde, mettons, à la situation initiale. Dans la situation initiale, on avait une électromotance de 10 volts, une résistance de 5 ohms. Donc, au début, là, dans la situation initiale, on avait un courant de 2 ampères qui traversait notre solénoïde. Okay. Maintenant, si on veut calculer le champ magnétique que le solénoïde a créé, on utilise l'équation de la section 4.9, mu0 ni. Fait qu'on a juste à calculer ça, on vient de calculer le courant, fait qu'on est correct. Fait qu'on sait que dans la situation initiale, il y avait 7.54 fois 10 à la moins 4 Tesla qui était produit là, par le solénoïde. Okay. Et après ça, on veut calculer c'est quoi le flux magnétique qui traversait l'anneau dans la situation initiale. Okay. Pour calculer ce flux magnétique-là, vous remarquez qu'on a pris le module du champ magnétique initial, mais on a multiplié ça par l'aire du solénoïde et non par l'aire de l'anneau. Okay. Pourquoi on a fait ça? Ben, c'est parce que à cause de l'approximation qu'on fait. Okay, ici, on a dit qu'on suppose que tout le champ magnétique est présent à l'intérieur du solénoïde et à l'extérieur du solénoïde, il n'y en a pas. Okay. En temps normal, là, si on avait eu un anneau comme ça, puis que je vous avais dit, là, vous avez un anneau qui est placé dans un endroit là, où il y a un champ magnétique, mettons, qui sort de l'écran, puis que je vous aurais demandé c'est quoi le flux magnétique total là, qui traverse cet anneau-là, ben, on aurait dit que c'est le champ magnétique multiplié par l'aire de l'anneau. Okay? Puis on aurait dit que l'aire de l'anneau, ben, c'est égal à, si vous avez un anneau qui a un rayon R, on aurait dit que l'aire, c'est pi r carré, qui est la surface d'un cercle. Okay? Donc ça qu'on aurait dit, on aurait dit que le flux magnétique qui traverse l'anneau, c'est le champ magnétique multiplié par l'aire de l'anneau. Okay? Sauf que là, dans notre situation, en raison du fait que le champ magnétique est juste présent dans le solénoïde et pas à l'extérieur, si on regarde notre situation vue de côté, là, ça ressemble à ça.
Okay. Donc ici vous voyez en espèce de orangé, là, ça c'est le solénoïde. Puis après ça vous avez l'anneau que j'ai dessiné en gris qui est un peu plus loin, là, qui a un rayon de 5 cm. Donc le champ magnétique il est juste présent là, à l'intérieur du solénoïde. Quand vous êtes à l'extérieur du solénoïde, là, entre le solénoïde puis l'anneau, il n'y en a pas de champ magnétique. Le champ magnétique est vraiment juste concentré à l'intérieur du solénoïde. C'est pour ça que quand on veut calculer le flux magnétique qui traverse l'anneau, il faut prendre le champ magnétique, ça c'est correct, mais il ne faut pas le multiplier par l'aire de l'anneau parce que ici, là, partout dans la région qui est blanche, là, il n'y a pas de champ magnétique. Le champ magnétique est juste ici. C'est pour ça qu'on a fait le champ magnétique multiplié par l'aire du solénoïde et non pas l'aire de l'anneau. Okay? Parce que justement, le champ magnétique est juste ici. Okay? Voilà, ça explique pourquoi on a fait ça ici. Okay. Dans la situation initiale, là, le flux magnétique qui traverse notre anneau, c'est donc le champ magnétique qu'on a dans la situation initiale, multiplié par l'aire du solénoïde, et non pas l'aire de l'anneau. Donc ça donne un certain nombre de Weber. Ça, c'est le flux magnétique initial. Okay. Pour faire le flux magnétique final, il faudrait tout recommencer ces calculs-là. Mais la seule chose qui change entre la situation initiale et la situation finale, c'est l'électromotance. Donc l'électromotance, ça vaut 15 volts au lieu de 10 volts. Donc ça veut dire que ça va produire un courant qui est exactement 1,5 fois plus grand. Okay. Et si ça produit un courant qui est 1,5 fois plus grand, ben ça veut juste dire que le flux magnétique va être 1,5 fois plus grand. Ici, on pourrait faire tous les calculs, okay, mais on sait que ça va donner ce flux magnétique-là. Et ensuite, on peut calculer notre électromotance induite, là, qui est égale à la différence, le delta phi m divisé par delta t. Donc, la différence, le flux magnétique final, moins le flux magnétique initial, divisé par le delta t. Ça nous donne notre électromotance induite. Okay. Ça, c'est l'électromotance induite qu'il y a dans l'anneau. Okay. Et nous, on demandait la valeur du courant induit. Donc, si on a la résistance de l'anneau, ben là, ça revient juste à un petit calcul de la loi d'Ohm. Hein. Delta V est égal à RI. Donc, le courant, c'est l'électromotance divisé par la résistance. On a notre électromotance ici, notre résistance là. Donc, on vient de trouver qu'on a un courant de 9,48 fois 10 à la moins 5 ampères qui va circuler. Ça, c'est un courant induit qui va circuler dans l'anneau pendant que on est en train de faire varier l'électromotance de notre pile ici. Il y a du courant induit qui va se promener dans l'anneau, qui est égal à 9,48 fois 10 à la moins 5 ampères. Ça. Puis ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que oui, on est capable de calculer là, le courant en ampères là, qui est induit, c'est correct. Mais juste pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est que regardez votre solénoïde ici. Okay. Dans le livre, on le voyait vu de côté. Okay. Mais si on dessine tout ça vu de face, là, ça va ressembler à ça. Okay. C'est comme si on était un petit bonhomme là, qui est ici, puis on regarde là, dans cette direction-là. Donc on va voir le solénoïde qui est comme ça. Puis d'après comment la pile est située, vous voyez que le courant, là, il va tourner dans ce sens-là. Fait que si vous êtes le petit bonhomme et vous le regardez comme ça, vous allez voir le courant dans le solénoïde qui va tourner dans le sens anti-horaire. Okay. Puis, c'est ça. Fait qu'au début, on disait, là, la pile, elle vaut 10 volts. Fait qu'au début, vous avez un certain courant dans votre solénoïde qui tourne dans ce sens-là et ça fait un champ magnétique là, qui vient vers vous. Okay. Pendant que vous allez faire votre variation, que vous allez augmenter l'électromotance de la pile, le courant dans le solénoïde, il va augmenter. Okay. Et pendant que votre courant dans votre solénoïde augmente, ça veut dire que le champ magnétique dans votre solénoïde va augmenter aussi. Ça va faire un champ magnétique qui sort de l'écran, qui est de plus en plus grand. Okay? Et remarquez que c'est vraiment juste pendant cette variation-là. C'est comme en ce moment, là, il y a un courant qui est constant, vous avez un champ magnétique qui sort. Fait qu'en ce moment, là, tout est constant. Il n'y a pas de variation de champ magnétique. Fait que comme il n'y a pas de variation de champ magnétique, il n'y a pas de variation de flux magnétique dans l'anneau. Et pour ça qu'en ce moment, il n'y a pas de courant induit dans l'anneau. Mais c'est juste pendant que vous faites la variation, là, pendant que le courant augmente dans votre solénoïde, puis que le champ magnétique est en train d'augmenter dans votre solénoïde, là, pendant ce temps-là, vous allez avoir un courant induit dans votre anneau, qui est dans le sens contraire. Mais une fois que votre pile est rendue à 15 volts, puis que là, ça arrête de bouger, là, on vient d'atteindre une situation finale qui est stable. On a un plus gros courant que tout à l'heure, on a un plus gros champ magnétique, c'est correct, mais là, votre champ magnétique, il ne varie plus, il est redevenu constant. Fait qu'il n'y a plus de variation de flux magnétique. Donc là, votre anneau, il n'y a plus de courant induit. Donc ça qui est cool à comprendre, c'est que vraiment là, le courant induit dans votre anneau, il est juste présent, il apparaît seulement pendant que vous avez une variation
de flux magnétique. Donc, pendant que vous passez là, de votre état initial à votre état final, mais si une fois que vous êtes arrivé à 15 volts, là, il n'y a plus rien qui change, ben, vous retombez dans une situation qui est constante, puis là, votre flux magnétique, là, il va arrêter. Le courant induit va arrêter. Okay. Puis, c'est cool quand même qu'il y ait un courant induit dans l'anneau, même si, comme tel, l'anneau, il touche pas au champ magnétique. Tu sais, l'anneau, là, il est ici. Puis on a dit que le champ magnétique était vraiment juste concentré, là, il était juste présent à l'intérieur du solénoïde. Okay? Ben, des fois, il y a des gens qui pensent que ça se peut pas, ça, que des gens qui pensent que pour avoir un courant induit, il faut que le champ magnétique, genre, il touche à l'anneau, là, mais non, c'est pas grave. Même si le champ magnétique touche pas à l'anneau, vous avez un champ magnétique qui traverse quelque part là, dans l'anneau. S'il varie, ça va faire varier le flux magnétique. Puis dès que votre flux magnétique varie, vous allez avoir du courant induit, là, puis une électromotance induite qui va apparaître là, dans votre anneau. Okay, donc, ça, je trouvais intéressant cet exemple-là. Vous avez d'ailleurs un exercice là, à la section, l'exercice 5.2.5, okay, qui ressemble beaucoup là, à ça ici. Donc, vous pourrez vous y référer. C'est la situation 2. Ça va, c'est pas mal le même problème avec des chiffres là, qui sont légèrement différents. Okay. Donc, il nous reste là, la situation 3 à faire, qui est un exemple cette fois-ci où c'est l'angle entre le champ magnétique et l'air du cadre qui va changer. Okay. Donc, la situation, c'est celle-ci. Vous avez un cadre qui est pas mal la même chose que tout à l'heure dans la situation qu'on avait faite au début pour calculer les champs magnétiques, le flux magnétique. Okay? Fait que c'est un cadre qui est placé dans une zone de l'espace où il y a un champ magnétique qui pointe vers la droite. Okay? Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire varier l'angle. En fait, on va diminuer l'angle. On va dire qu'au début, l'angle il vaut 30 degrés. Et tranquillement, on va réduire cet angle-là pour l'amener à un angle de 20 degrés. Et on fait ce changement-là là, en un intervalle de temps delta t de 0.01 seconde. Okay. Fait encore une fois, ici, on va utiliser là, la version où on calcule l'électromotance moyenne, la valeur de l'électromotance moyenne qui est produite pendant cet intervalle-là. Fait qu'on a notre situation initiale, notre situation finale, le delta t que ça a pris pour passer de l'une à l'autre. Okay. Fait que c'est ça qu'on veut calculer. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut calculer, trouver la direction du courant induit qui va être dans votre cadre. Est-ce que ça va du point P au point Q ou du point Q vers le point P? On va tout déterminer ça. Okay. Donc, comme on a fait tout à l'heure, quand vous avez un cadre comme ça qui forme un certain angle avec l'axe X, ça c'était, je pense, l'équivalent du numéro A qu'on a fait tout à l'heure, on s'était rendu compte que la composante perpendiculaire qu'on avait faite, c'était tout simplement le module de votre champ magnétique multiplié par le sinus de votre angle. C'est sûr qu'on va avoir besoin de calculer ça pour calculer notre flux magnétique. Okay. Sinon, c'est un cadre carré de 60 cm de côté, fait qu'on peut calculer son aire. L'aire du cadre, ça va être 0.6 m fois 0.6 m. On peut calculer la composante perpendiculaire du champ magnétique dans la situation initiale. Fait qu'on peut calculer le flux magnétique initial. On peut faire la même chose pour le flux magnétique final. C'est la même chose, mais l'angle vaut 20 degrés. Fait qu'on a notre flux magnétique initial, ici. On a notre flux magnétique final. Donc, on est capable de calculer la variation de notre flux magnétique, là, delta phi m, qui s'est produit dans un certain intervalle de temps delta t. Ça nous donne notre électromotance induite. Okay. Puis, ici, c'est juste vous faire remarquer, c'est que vous avez un cadre. Okay. C'est un cadre, mais ça peut être un tour de fil. Ça peut être un anneau, ça peut être quelque chose comme ça. Fait que ce qu'on trouve ici, c'est que l'électromotance induite dans chacun de vos fils, dans chacun de vos tours de fil, c'est 1.14 volts. Okay. Si on veut avoir une plus grosse électromotance induite, on a juste à faire un plus grand nombre de tours. Si on faisait par exemple 100 tours de fil, puis que chaque fil a une électromotance induite de 1.14 volts, ben là, ça ferait une électromotance induite de 114 volts. Okay. C'est juste pour vous dire qu'en faisant plusieurs tours de fil, on est capable de produire des électromotances induites qui peuvent être très très grandes. Okay. Je vais juste vous le mentionner ici, mais je vais en reparler tout à l'heure quand je vais parler là, de la production d'électricité, barrages d'hydroélectrique, des choses comme ça. Donc c'est possible d'aller chercher des électromotances induites qui sont très fortes. Okay. Puis ça, l'autre question, c'est une question plus qualitative. C'est dans quel sens est-ce que le courant induit va se promener? Okay. Ici, là, ce qu'on a vu, c'est que votre flux magnétique, il diminue. Hein, quand vous réduisez l'angle, parce que plus que vous allez réduire votre angle, plus que vous allez réduire la composante perpendiculaire de votre champ magnétique. Donc le flux il va être de plus en plus petit. Okay. Fait que si vous faites ça, si vous réduisez l'angle, le flux magnétique il traverse votre cadre dans cette direction-là, mais là, il devient de plus en plus petit. Ça veut donc dire qu'en réduisant l'angle, vous êtes en train de faire une variation du flux magnétique qui est orientée, si on veut, dans cette direction-là. Okay. Donc le cadre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un champ magnétique induit dans la direction contraire. Il veut s'opposer à la variation du flux magnétique.
Okay? Et avec votre règle à main droite, là, si vous mettez votre pouce dans cette direction-là, vous faites tourner vos doigts, vous allez voir là, que le courant va tourner dans ce sens-là. Okay? Ça, c'est la direction du courant induit. Donc, le courant il allait là, du point Q vers le point P, dans cette direction-là. Okay? Donc, c'est ça. Fait qu'on a terminé les trois situations. Puis ce que je voulais vous dire, c'est que ici, là, vous avez une situation où vous avez là, un cadre conducteur qui est dans un endroit où il y a un champ magnétique. Et si on s'arrange pour faire tourner ce cadre-là, il y a du courant électrique qui va apparaître dans le cadre. Okay? Fait que ça s'appelle un générateur. Quand on fait tourner un objet, puis qu'en faisant bouger un objet, ça produit du courant électrique, ça s'appelle un générateur. C'est le principe exactement inverse du moteur. Okay? On avait déjà vu ça, là, le moteur électrique à la section 4.5, quand je vous avais dit là, que si vous avez un cadre qui est dans un endroit où il y a un champ magnétique constant, puis que là, vous prenez ce cadre-là, vous le reliez à une pile, fait que vous faites passer du courant électrique dedans. Ce qu'on avait dit, c'est que quand il y a un courant électrique qui circule dans un fil, dans un endroit où il y a un champ magnétique, ça produit une force magnétique. Hein? Puis quand c'est un cadre, ça peut même faire ce qu'on appelle un moment de force. Ça va avoir tendance à faire tourner votre cadre. Okay? Fait que ça, c'est un moteur. Un moteur, vous avez une pile, vous l'alimentez, fait que vous produisez un courant, okay? Vous faites passer un courant dans un cadre qui est dans un champ magnétique, et résultat, c'est que vous faites passer un courant, et résultat, le truc se met à tourner. Ça, c'est un moteur. Okay? Mais si vous avez un générateur, c'est exactement l'inverse. C'est que vous avez un cadre dans un champ magnétique, là, vous faites tourner votre cadre, okay? Et en tournant, votre cadre va produire du courant électrique. Fait que c'est exactement le contraire. Okay? Un moteur, c'est que vous mettez du courant électrique, ça fait tourner votre cadre. Un générateur, c'est vous faites tourner votre cadre, ça produit du courant électrique. Okay? Et le générateur, c'est exactement ça qu'on utilise en fond pour produire l'électricité. Hein? Quand on utilise les barrages hydroélectriques au Québec, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des barrages hydroélectriques, mais le barrage hydroélectrique, qu'est-ce qu'il fait en somme? C'est qu'il fait c'est juste de l'eau qui va être passée dans une turbine. Quand l'eau passe dans la turbine, ça fait tourner un élément. Okay, ça fait tourner là un truc qu'on appelle le rotor. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est que il y a une pièce qui tourne, qui est le rotor, puis il y a une pièce qui est fixe, qui est immobile, qui s'appelle le stator. Et ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, on s'arrange pour qu'il y ait des solénoïdes puis des aimants qui vont s'approcher et s'éloigner les uns des autres. Donc ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est de mettre, là, je sais pas, des aimants sur le rotor, et sur le stator, on met des solénoïdes. Puis ce qu'on vient de dire, c'est que quand vous avez là si vous approchez ou vous éloignez un aimant d'un solénoïde, ben ça va faire une variation de flux magnétique, donc ça va faire de l'électromotance induite, donc ça va faire du courant induit. Donc il va y avoir du courant induit qui va apparaître dans votre solénoïde. Et si vous approchez et ensuite de ça éloigner l'élément, ça va faire des variations de flux magnétique dans deux directions contraires, fait que ça va faire du courant induit qui va aller dans une direction et ensuite dans l'autre direction. Donc c'est ça qui fait du courant alternatif. Okay? C'est comme ça c'est exactement ce principe de fonctionnement-là qu'on utilise pour produire du courant alternatif. C'est ça ensuite de ça qui est amené là, jusque dans nos maisons, puis qu'on utilise pour s'éclairer, pour se chauffer, et ainsi de suite. Fait que c'est comme ça qu'on produit du courant alternatif. Okay. Fait que dans le fond, ça c'est nous au Québec on fait ça, de l'hydroélectricité, mais le principe est le même. C'est que dans le fond, dès que vous êtes capable de vous arranger pour faire tourner un élément, vous allez être capable de produire là, du courant alternatif en utilisant l'induction électromagnétique, puis la loi de Faraday, la loi de Lenz, ces choses-là. Okay. Fait qu'une éolienne, ça marche aussi. Hein? C'est du vent qui va souffler dans les pales, ça fait tourner l'éolienne, puis en tournant, l'éolienne va être capable de générer du courant induit par induction électromagnétique. Okay. Une génératrice, je sais pas si vous connaissez ça, une génératrice, des fois on utilise ça dans les endroits importants là, quand il y a des pannes d'électricité. Une génératrice, c'est un peu comme un moteur de voiture. Hein? C'est un moteur qui tourne. On met de l'essence dedans. Fait que ça consomme de l'essence. Et c'est comme un moteur à essence. Là. Vous savez un peu peut-être comment ça fonctionne. C'est comme ce que vous avez dans vos voitures. C'est un moteur qui consomme de l'essence puis ça fait tourner vos roues. Okay? Sauf qu'ici, le moteur, il n'est pas relié à des roues. C'est juste un moteur qui tourne comme ça. Et ça fait tourner des pièces, là, des aimants puis des solénoïdes qui vont s'approcher et s'éloigner. Et ça va produire encore une fois du courant alternatif comme ça. Fait que c'est une autre façon de produire du courant alternatif. Fait qu'en général, là, dès que vous êtes capable de penser à un système ou une méthode de fonctionnement là, qui va faire en sorte que vous allez avoir un élément qui va tourner, on peut utiliser ça pour produire là, du courant alternatif. Okay, donc ça s'appelle des générateurs. On va en reparler un petit peu aussi dans les prochaines
dans les prochaines sections. Donc voilà, fait que ça fait le tour là, de la section 5.2. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre la loi de Faraday, que vous êtes maintenant capable de calculer là, vraiment l'électromotance induite puis le courant induit qui va circuler dans des pièces conductrices quand le flux magnétique va changer. Donc voilà, bonne journée et à la prochaine!